Le Centre national de presse Norbert Zongo et ses médias partenaires vous offrent le Club de la presse. Bonsoir, bienvenue. C'est le sempiternel talon d'Achille des économies africaines. Le phénomène gangrène presque toutes les strates de nos sociétés, du haut à la base de la pyramide, et enrhume les initiatives de développement. La corruption, elle résiste et prend des formes diverses et perfectionnées au fil des années sur le continent. Le Burkina Faso n'y échappe pas. Les affaires, on les connaît. Certaines sont devenues, selon la formule consacrée, emblématiques. Affaire Charbon Fin, l'affaire Ousmane Guiro, l'ancien directeur général des douanes, une affaire d'ailleurs pendante en justice en ce moment, l'affaire de la villa de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda. La liste n'est pas exhaustive et la situation sécuritaire n'est pas faite pour arranger les choses. Au moment où un nouveau pouvoir est en place, après le coup d'État militaire du 24 janvier dernier, eh bien, on s'interroge. D'abord, quelle est la photographie générale de la corruption au Burkina Faso? Où en sont les dossiers dits emblématiques? Et sous quelle forme s'est traduit la spécificité du phénomène dans le secteur minier, le cœur de l'économie burkinabé? Et puis, quelles sont les marges de manœuvre des autorités de la transition? Voici le menu de ce numéro du Club de la presse intitulé « Lutte contre la corruption, les régimes passent, le phénomène demeure. Que faire? C'est une question ». Deux invités ce soir pour en parler. Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption. Bonsoir Sagado Nakanabo. Merci d'être venu. À côté de lui, Eli Kaboré, journaliste, directeur de publication du journal Mine Actu Burkina, spécialiste des questions minières. Bonsoir Eli. Bonsoir. Merci à vous tous les deux d'être venus pour cette émission. Bonsoir, et puis à mes côtés, pour conduire cette émission ce soir, Bébé Kodjo Kambou, journaliste à Savane Média. Bébé, bonsoir. Bonsoir Kwame, bonsoir chers invités, bonsoir à vous amis téléspectateurs et auditeurs des clubs de la presse et des télévisions partenaires du Centre national de presse Norbert Zongo. Nous allons débuter par Sagado Nakanabo. Vous êtes le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, qui publie chaque année un rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso. J'imagine que vous vous apprêtez à publier le rapport sur l'état de la corruption au Burkina en 2021. Quel est l'état des lieux du phénomène au Burkina? Merci Hervé, merci Kambou, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Vous avez tout à fait raison. On est sur la dernière ligne droite pour publier le rapport 2021. Mais en attendant, je ne peux parler que du rapport 2020, puisque je ne vais pas trahir le secret des choses. Et si je veux donner l'état général de la corruption en 2020, je dirais qu'en 2020, plus de 8 enquêtés sur 10 dans nos sondages disent que la corruption est fréquente, voire très fréquente. Et sur 2000 enquêtés que nous avons interrogés, 522 ont été témoins d'actes de la corruption pendant l'année 2020. Et tous les services sont concernés. Et dans le classement, et si vous regardez, on a classé 20 services, mais 55 services ont été cités. C'est vous dire que le phénomène prend des proportions des plus inquiétantes et on ne sait pas jusqu'où la corruption va progresser, mais depuis 2015, la corruption a baissé. À l'occasion de la première transition, elle a baissé. À cause peut-être du slogan « Plus rien ne sera comme avant », les gens ont eu certainement peur, mais de 2017 jusqu'à 2020, la courbe est régulièrement ascendante et on va bientôt atteindre le plafond. Donc, un phénomène qui a une tendance haussière. Oui. Eli Kaboré, vous êtes journaliste spécialiste des questions minières, mais vous vous intéressez aussi aux questions relatives à la corruption. Est-ce que vous faites le même constat que Sagado Nakanabo? Oui, je fais le même constat que le RENLAC.
parce que on a assisté depuis 2015-2017 à une recrudescence des cas de corruption, à une fréquence rapprochée même des dénonciations. Donc ce sont des indicateurs qui prouvent que les faits de corruption au Burkina ont tendance à devenir comme une habitude dans la vie des Burkinabés. C'est une pratique qui est à la limite légalisée dans certaines procédures, que ce soit les marchés publics, avec toutes les conséquences qu'on connaît, les infrastructures biodégradables dès la première pluie. Et on a des contrats mal exécutés, on a le budget de l'État en lui-même qui souffre parce que on a des décaissements qui n'arrivent pas à terme. Et puis, on détourne même les vivres des personnes déplacées internes. On détourne les financements destinés aux militaires qui se battent sur le front. Ça, ce n'est pas des choses qui sont cachées. Non, je parlerai des informations qui ont été balancées dans la place publique. Donc, c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, à la limite, on n'a plus peur de commettre un acte de corruption et c'est devenu une habitude. En tant que journaliste aussi, nous recevons beaucoup d'alertes, nous investiguons sur beaucoup de sujets, des sujets qui sont en cours et elles se manifestent de plusieurs manières. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ces manières-là. Mais l'un dans l'autre, ce sont des faits qui grève un peu le panier de la ménagère, parce que quand un chef de ménage décaisse de l'argent pour un acte de corruption, ça grève un peu son pouvoir d'achat, ça diminue son pouvoir d'achat et ça diminue aussi la capacité de l'État à financer les projets. Et nous sommes dans un engrenage perpétuel de remboursement de prêts pour des infrastructures qui n'ont pas été exécutées. Ou même mal exécutées. Ou bien même mal exécutées. Donc voici un peu la photographie qu'on peut faire, mais je vais mettre peut-être l'accent sur la période de transition. La période de transition, j'ai un sentiment de déception. C'est non parce que les militaires sont arrivés au pouvoir avec un discours, disons, rassembleur et un discours plein d'espoir. Un discours de recadrage. Voilà, dans la première intervention, le président lui-même a parlé d'un désintéressement, l'amour du travail. Donc on s'attendait réellement à ce que les gens s'investissent sans vraiment un œil sur le patrimoine de l'État, les gains de l'État. Mais ce qui se passe sur le terrain, il y a un écart entre justement ce langage-là, et cette volonté et ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. On va revenir tout à l'heure à la période de la transition. C'est une période importante. En 6 ou 7 mois, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a pu constater? Vous avez parlé de la forme que prend la corruption au Burkina Faso, mais avant d'y arriver, d'abord, Nakanabo, on va voir un peu les différents secteurs d'activité, que ce soit au niveau de la fonction publique ou du privé, où ce phénomène est le plus fort possible, les différents secteurs. Si vous deviez citer 2, 3, 4, 5 secteurs où c'est fort, qu'est-ce que vous diriez, Nakanabo? Où la corruption est devenue presque endémique? Je ne sais même pas. Je ne sais pas quel... Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment la corruption sévit dans tous les secteurs. Et je vous dis qu'il y a eu un moment où avec notre numéro vert et tous nos moyens de captation, on arrivait à peine à une dizaine de dénonciations par an. Mais depuis 2019 jusqu'à maintenant, il n'y a pas une année où on a moins de 300 dénonciations. 300 dénonciations 300. par an. Et en 2019, nous avons eu 500 dénonciations. Quand vous dites dénonciation, vous voulez dire quoi par là? C'est quoi une dénonciation? C'est des gens qui viennent vous amener un dossier de corruption. Et vous êtes obligé de faire une saisine et de poursuivre et de faire en sorte que soit le monsieur est satisfait, soit vous engagez une procédure. Est-ce que vous avez des anecdotes de dénonciations à raconter dans un secteur donné? Si j'ai une anecdote, ça serait sur un dossier qui est déjà jugé, le dossier des engagements nationaux. Monsieur Maximin Compaoré est venu, il nous a dit, lui, il a posé un acte de corruption, mais il ne peut pas continuer. Parce que s'il continue, il ne pourra pas construire l'infrastructure, parce qu'il a déjà décaissé, l'argent qu'il a déjà décaissé frôle les 20 millions, sur 100 millions, il ne pourra pas construire. Comment faire? Expliquez d'abord la genèse de l'histoire, c'est quoi au juste? C'est-à-dire,
que c'est un monsieur à qui on a confié un chantier. Voilà, public, il a eu un marché. Un marché. Pour construire une infrastructure. Et c'était certainement sous condition. Pour qu'il puisse avoir le marché, il doit payer une certaine somme. Après avoir payé cette somme, il a vu qu'il ne peut plus réaliser. Et il a dû tourner, et il est venu au RENLA qui dit, est-ce que nous on peut l'aider? Il est venu se dénoncer lui-même. Oui. Vous parlez de 500 dénonciations en 2019, 300 dénonciations en 2020. Les chiffres sont forts, mais c'est vrai. Tout le monde peut venir dire, je soupçonne telle personne d'avoir fait de la corruption. Est-ce que toutes ces dénonciations sont, après vérification, sont justes? Lorsque justement nous traitons les dénonciations, les cas où les dénonciations sont infructueuses sont marginaux. Moins de 10 sur 300. C'est fort. Pour nous, c'est quand même critique. Si vous avez moins de 10, ça veut dire que plus de 290 dossiers sont des cas effectivement de corruption. Et je vous ai dit qu'il y a eu 522 personnes sur 2000 qui ont témoigné, qui ont donné des faits sur des actes de corruption qu'ils ont vécu ou ils ont été témoins. Alors, quand on parle des secteurs touchés par la corruption, vous n'avez pas voulu en citer parce que... Je peux citer. Je peux citer. Allez-y. Je peux citer. Parce que nous avons plein de dossiers qui sont jugés déjà. À la santé, nous recevons énormément de dénonciations. Secteur de la santé, premier secteur. De la santé. Pas premier en termes de rang, hein. Voilà, le premier secteur que vous citez. Si c'est pour nos amis de la santé, si c'est pour les dénonciations, on peut dire par exemple, en 2020, sur les 303 cas, 121 cas étaient de l'éducation. L'éducation nationale. La vente des places. La vente des places, par exemple. Et maintenant, les forces de sécurité intérieure, la police municipale, toujours la police municipale, la police nationale, la douane et quelque peu la gendarmerie. Tous ces services-là. Mais dans les forces de sécurité intérieure, c'est le racket qui est le plus développé. Mais à la santé, c'est presque tous les actes. Et nous avons dû faire spécialement une étude sur la corruption dans le secteur de la santé, spécialement sur la corruption dans le secteur de l'éducation, parce que ce sont des secteurs vulnérables, sensibles. Les acteurs sont faibles, sont fragiles. Comment est-ce qu'on fait la corruption dans le secteur de la santé? Voilà. Moi, je vais à l'hôpital, je paye mon ticket de consultation. Comment est-ce qu'on peut corrompre à l'hôpital où les gens viennent juste pour se faire soigner? Presque tous les actes peuvent faire objet de corruption. Pour poser une voie veineuse, juste une voie veineuse. Pour même avoir un rendez-vous, juste un rendez-vous. À la santé, il y a des agents traitants qui volent les médicaments des malades. Ils volent. Pour faire quoi? Pour vendre. Ils les volent pour les revendre. Voilà, pour vendre à d'autres malades. Alors, j'imagine que Élie Kaboré, qui est journaliste, qui fouille aussi sur ces questions, pourrait avoir aussi des anecdotes à nous raconter. Mais quand on écoute Sagado Nakanabo, notamment sur l'exemple qu'il donne, une personne qui reçoit un marché, qui accepte de donner peut-être un certain pourcentage et qui se rend compte à un moment donné qu'il est difficile pour lui, s'il paye ce pourcentage, de pouvoir exécuter le marché qui s'en va dénoncer. On peut se poser la question de savoir à qui est le responsable dans cette situation, entre celui qui donne le marché et celui qui doit exécuter le marché, qui est le responsable dans cette situation. Du point de vue de la loi, les deux partagent la responsabilité. Que ce soit celui qui initie ou celui qui reçoit, les deux partagent la responsabilité. Mais je dirais qu'en fait ici, il faut peut-être mettre des garde-fous, des barrières pour que cela n'arrive pas. Et c'est ce qui manque. Donc vous allez voir que au niveau par exemple, du secteur des marchés publics, on a quand même plusieurs niveaux de contrôle. Mais malgré tout, c'est un des secteurs en tout cas où, du point de vue de la perception, la corruption est très visible et aussi ça fait l'objet de plusieurs publications. Donc la responsabilité est partagée, mais nous avons quand même ce qu'on appelle un État. Donc ici, c'est la responsabilité de ce qu'on appelle notre État, composé de tous ces démembrements,
les responsables de ces structures-là qui doivent vraiment les responsables plus engagés dans la lutte contre la corruption dans ces secteurs-là. Alors, parlons toujours des responsabilités. Sagadou Nakanabo, ce qu'on entend souvent dans l'opinion, c'est que si vous êtes entrepreneur, par exemple, au Burkina Faso, et que vous refusez de donner un certain pourcentage, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir un marché. Tout à fait. Et c'est ce qui a poussé ce monsieur à donner quelque chose pour avoir le marché, mais certainement qu'on lui en a trop exigé. Mais ce que Elie dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ils sont tous responsables, mais la loi sur la corruption prévoit ce qu'on appelle une excuse absolutoire. Nous avons bataillé pour qu'on mette cette clause-là, parce que cette clause-là permet à celui qui se répand de venir dénoncer. Et lorsqu'il vient dénoncer, comme ce monsieur-là, il bénéficie de cette clause-là. Et lorsque le procès a été fait, il n'a pas été condamné. Sinon, initialement, il devait subir la même peine. Et quand vous devez subir la même peine, vous n'avez aucun intérêt à dénoncer, vous n'allez pas faire découvrir la corruption. Mais à qui la faute si cette clause tacite de 10% qui est en passe de devenir une pratique normale existe au Burkina, dans le secteur des marchés publics? Nous sommes intéressés à cette question en allant voir les entrepreneurs. Nous les avons convoqués et on a discuté. Ils ont dit qu'au départ, chacun croyait qu'il allait être le plus malin en étant le plus offrant. Mais lorsque ça monte, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont tous perdants. Parce que ceux qui prennent ces offres-là, ils ne risquent presque rien. Mais celui qui prend le marché, il va certainement soit mal exécuter le marché, et on va le savoir. Oui. Parce qu'il y a un révélateur naturel, comme l'a dit Elie tout à l'heure, qui va montrer que cette école qu'on a eu à construire tombe. Et vous avez vu plusieurs cas. En parlant de pourcentage, là, on est en plein dans les manifestations ou bien les formes que prend la corruption ou la malgouvernance en général. Oui. Et je voudrais qu'on insiste dessus parce que c'est important. Parfois, quand on dit comme ça que dans tous les secteurs d'activité, il y a de la corruption, les gens disent, bon, peut-être qu'on exagère un peu, mais c'est intéressant que peut-être on explique un peu les différentes formes que peuvent prendre ou la corruption, ou la malgouvernance, ou autre chose dans quelques secteurs. Moi, j'ai été frappé tout à l'heure quand vous avez parlé du secteur de la santé, quand même pour prendre des rendez-vous, ou de l'humanitaire. On va venir avec vous, avec l'humanitaire. Dans le secteur de la santé, par exemple, comment est-ce qu'on peut parler de corruption pour prendre rendez-vous, pour avoir un soin intraveineux? Comment ça se manifeste concrètement, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre? Et dans le secteur de la santé particulièrement, comme je vous l'ai dit, on a fait l'étude, on a vu que les agents de santé, certains agents de santé. Oui, il y a des agents de santé qui sont faits juste pour soigner les malades. Et eux, ils vendent des médicaments, ce que nous appelons vente illicite. Vente illicite des médicaments. Vente illicite des médicaments. Mais les agents de santé réclament directement de l'argent pour poser tout acte. Pour te donner un lit, on peut te demander de l'argent. Lorsque ta femme est couchée sur la table d'opération, et nous avons eu le témoignage, à partir du moment où tout est fait, on vous demande de payer tout de suite 50 000 francs où l'intervention n'aura pas lieu. Cash, il faut payer. Et sous contrainte, les gens sont obligés de payer. La femme est entre la vie et la mort. L'accouchement, c'est dans un délai bien délimité. Il ne faut pas s'amuser. Vous avez le couteau à la gorge, vous payez. À la santé, vous avez aussi le commerce incompatible dans les maternités. C'est-à-dire on vous vend des sages-femmes ou des agents de santé qui sont au service de la maternité, qui vous vendent les couches, qui vous vendent du matériel. On vous prescrit une ordonnance pour aller acheter des produits. Et dans cette ordonnance-là, la moitié des produits, vous n'en avez pas besoin. C'est le médecin qui va les récupérer. Et la gratuité a été pratiquement compromise par ce genre d'ordonnance. Vous, Hervé, on vous prescrit des produits et quand vous allez les rendre, on va les soutirer. Ou bien on va vous laisser. Quand vous devez partir, vous voyez que vous avez tout un tas de médicaments qui restent et vous n'en avez pas besoin. Et le médecin vous les demande pour aller soigner d'autres malades. Et il va les revendre. Ah oui. Et c'est courant dans les hôpitaux publics. Public.
On détourne les malades des hôpitaux publics vers les officines privées. C'est-à-dire qu'on reçoit un malade au public, on le suit et on lui donne rendez-vous dans une clinique. On lui dit, pour me voir facilement, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Ou bien on fait tout, et il reste qu'à poser l'intervention. Et on lui donne rendez-vous dans un privé où c'est facturé cash. Beaucoup plus cher. Plus cher. Et on lui dit, si vous allez rester ici, vous allez faire 2-3 mois, peut-être même vous allez mourir, vous n'allez pas avoir votre intervention. C'est très grave ce que vous dites. Ah oui, mais c'est des pratiques courantes, très courantes. On va venir pour savoir à qui on s'adresse quand on subit ce genre de choses. Elie Kaboré, vous avez parlé aussi de l'éducation nationale. Comment ça se passe dans l'éducation nationale, par exemple? Et comme les rapports de RENLAC l'ont révélé, il y a plusieurs manières. Déjà dans le transfert des fonds, au niveau national, au niveau local, il y a souvent des écarts inexpliqués. L'éducation, sa spécificité, la vente des places. La vente des places. Voilà, c'est la période de la rentrée, donc c'est la période aussi des spéculations. Voilà, la vente des places. Dans les écoles publiques, bien entendu. Bien sûr, je parle du public, dans les écoles publiques. Mais l'éducation, les autres formes de corruption, quand on retrouve dans les autres secteurs aussi, peuvent se retrouver dans l'éducation. Donc l'éducation aussi a ses marchés publics. Voilà, et vous allez remarquer que pour la commande des manuels à distribuer gratuitement aux élèves, la qualité n'y est pas. Pourquoi? En creusant bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un écart entre ce qui était prévu et ce qui a été livré. Donc on a aussi des gros retards. Pour les manuels scolaires, ce sont les collectivités qui s'en chargent, non? Ou ce sont les écoles? Je pense que cela relève d'une partie des compétences des collectivités. Voilà. Il y a les manuels et certains manuels... Donc les maires sont impliqués aussi? Oui, normalement. Certains maires. Vous allez voir que un manuel qui doit servir à un enfant pour l'année scolaire arrive en fin d'année scolaire. Parce que j'ai eu un cas que j'ai dénoncé au niveau de la Coalition nationale d'éducation pour tous. J'ai même pris des photos. Je pense qu'ils ont reçu les manuels en avril. C'est pas si pour un enfant qui est, par exemple, il est au CM2, il reçoit des manuels en avril, je ne sais pas ce qu'il peut faire avec. Donc ici, par exemple, quand on a essayé de comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi, c'est justement parce que l'entrepreneur, comme ce fut le cas au niveau des engagements nationaux, l'exécutant n'avait pas pu. Voilà, il y a eu des entraves au niveau de son dossier. Si. Voilà, et il était obligé de prendre tous ces détails. Vous allez voir qu'il y a certaines circonscriptions d'éducation de base, ils sont en retard même dans la distribution des manuels de 2-3 ans. Ça veut dire que les manuels qui ont été distribués cette année, c'est pour l'année scolaire 2018 ou 2019. Et puis, il y a le cas des bâtiments qui tombent. J'insiste dessus parce que c'est grave, il y a mort d'hommes, souvent. Exactement. Et ça, c'est très grave. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est que des bâtiments scolaires puissent tomber au moindre coup de vent. Oui, on revient au marché public. C'est encore les marchés publics, c'est les commissions qu'on prend, c'est peut-être le contrôle aussi qui a manqué parce qu'on a soudoyé le contrôleur. Sinon, quand même, vous avez vu que ce qui s'est passé à l'université de Kouzgou, le contrôle a été sanctionné. Parce que si on dit d'utiliser du fer du 16 et vous utilisez du fer du 8, ça doit ressortir sur le rapport de contrôle. Si ce n'est pas ressorti, ça veut dire que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et pourquoi la personne n'a pas fait son travail? Nous analysons cela par une malgouvernance carrément du secteur. Même s'il n'a pas reçu l'argent, c'est une malgouvernance du secteur, c'est un manque de suivi. Et on a les structures de l'État aussi qui assurent ce suivi et qui, à la limite, sont tout le temps blanchis quand il y a ce type de drame-là. Donc, non seulement il y a mort d'hommes, dégradation des infrastructures, peut-être que c'est un crédit qu'on a emprunté, un prêt, et on doit encore prendre un autre prêt pour cette infrastructure. Donc on paye 2 ou 3 fois le même prêt pour la même infrastructure. Venons-en au cas assez, vous l'avez évoqué, mais je trouve que c'est très très déplorable. Les dons de vivres qu'on doit faire aux personnes déplacées internes, ces personnes qui sont déjà dans le désarroi et qui souffrent, et qu'on leur prend ces vivres-là, c'est quand même grave. Comment ça se manifeste dans la réalité? En fait, on profite, il y a des personnes qui aiment toujours les situations de vulnérabilité. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a un élan de solidarité, mais vous trouvez des gens qui
trouveront moyen de tirer profit. C'est la même chose pour les primes des militaires, les primes alimentaires des militaires, c'est la même chose. C'est la même chose dans le cas de la santé, la femme qui attend une intervention, il faut payer, c'est la même chose. Il y a des gens qui savent jouer sur la psychologie des gens, les uns et des autres pour le faire. Ça veut dire déjà pour l'enregistrement des personnes déplacées internes, il y a eu des alertes qu'il y a de la corruption autour. Comment ça se passe? Peut-être des doubles enregistrements ou des faux enregistrements, juste pour faire sortir les vivres et disparaître avec. Ce que vous dites, c'est qu'on peut enregistrer des personnes 2 à 3 fois juste pour gonfler la liste des personnes déplacées internes, par exemple, afin d'augmenter le nombre de vivres. Et quand on les reçoit, voilà. on fait la soustraction. On fait la soustraction. Oui, Nakanabo. Et même pour être enregistré, il faut payer. Il faut payer. Ah non, c'est pas vrai. Ah oui. C'est-à-dire, allez-y, terminez. Nous, on a déjà 2 ou 3 procès où on a déjà condamné ceux qui sont en train de s'enrichir dans les PDI. J'utilise le mot dans toute sa rigueur. Ils sont en train de s'enrichir des PDI. De manière illicite. À Kongoussi, à Kaya Piscila, ces gens ont construit des fortunes à partir de l'aide qui devrait arriver au PDI. Comment ils font? Pour nos téléspectateurs, comment ils font? Si par exemple vous envoyez les vivres, il y a quelqu'un qui me décrivait, rien qu'hier soir, qu'on peut t'amener 2 boules de savon et 2 kilos de riz et après on dit qu'on t'a donné 75 000 francs, il faut émarger attester. Alors que vous n'avez rien reçu? Non, c'est ce que j'ai dit, boule de savon et puis 2 kilos de riz. Mais on vous dit que vous avez reçu 75 000. Ça a une valeur de 75 000 francs que vous devez attester que vous avez reçu. Et de toute façon, si vous n'attestez pas que vous avez reçu, vous risquez de vous mettre en marge du circuit de l'aide. Et je ne vous parle pas des femmes qui sont obligées de s'offrir pour avoir de quoi manger, de quoi nourrir leurs enfants. Quand vous dites de s'offrir, quand vous dites s'offrir, c'est échange, rapport sexuel, tout à fait. Et vivre. Il faut être clair là-dessus. Et tout ça, ça a été dénoncé, les jugements ont été faits, les intéressés ont été condamnés à Kongoussi, à Piscila. Et celui de Piscila, lui, il dit que lui ne savait même pas que c'était un délit, que parce que lui, il reçoit les vivres pour distribuer au PDI, mais lui, il n'est pas payé pour ça. Lui, il enlève 3, 4, 5 sacs qu'il donne à ceux qui viennent l'aider, chacun à 2 ou 3 sacs. Que ça, ce n'est rien. C'est pas un agent de l'action sociale? Oui. Il n'est pas payé pour ça. Pourquoi? C'est un fonctionnaire. Oui, pourtant c'est un fonctionnaire. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais c'est pour expliquer à Hervé comment ça se fait. C'est ça. C'est-à-dire que si vous recevez 60 sacs, et dans les 60 sacs, vous enlevez 15 sacs pour vous, et vous distribuez les autres, dans cette période où les denrées ont flambé, imaginez-vous, 15 sur 60 sacs, sur 1000, 2000 sacs, qu'est-ce que vous allez soutirer? Sans compter qu'ils se font même payer directement par les déplacés pour pouvoir même être reconnus déplacés. Voilà, et c'est sur ça que je voulais revenir. Ça veut dire, allons dans le concret pour qu'on puisse bien comprendre. C'est-à-dire, moi, je suis une personne déplacée interne. Oui. Je suis venu peut-être à Kongoussi. On doit m'enregistrer. Oui. C'est-à-dire que pour qu'on m'enregistre, il faut que je paye de l'argent d'abord à l'agent enregistreur. À quelqu'un. Pour que je sois reconnu comme personne déplacée interne. Par exemple, parce que, vous savez, nos populations sont en majorité ignorantes. Les gens ne savent pas où s'adresser. Et dans le circuit, il y en a qui s'installent en intermédiaire. Et c'est sur la base de ça qu'ils disent non, moi je vais t'aider pour que tu sois reconnu comme déplacé. Mais tu me donnes quelque chose. C'est grave. Ah oui. L'émission est en train d'avancer. Des personnes qui sont dans la détresse et dans l'ignorance en plus, qui sont obligées donc d'accepter certaines conditions. C'est sûr que parfois, elles savent que ce n'est pas normal. Tout à fait. Elles sont obligées d'accepter. Peut-être qu'on va essayer d'avancer pour parler du secteur minier. Eli Kaboré, c'est votre prédilection. Comment est-ce que se manifeste la corruption dans ce secteur? Je vais peut-être classer la corruption dans ce secteur comme les formes de corruption qui touchent vraiment le fondement de notre économie. Et c'est lié un peu aux transactions commerciales. Et je vais peut-être parler des gros dossiers. Et quand vous prenez par exemple ce qu'on peut appeler
la surfacturation ou la sous-facturation des produits. C'est un secteur où on brasse des milliards. Ils vont payer peut-être une machine à 1 milliard. 1 milliard sort du pays. Pourtant, la machine en elle-même coûte 500 millions. Les 500 millions serviront à payer la machine et les autres 500 millions, ce qu'on appelle les îles, les paradis fiscaux. La machine va rentrer au Burkina. C'est une façon de faire sortir frauduleusement de l'argent issu de l'or produit au Burkina. De faire sortir de l'argent même du pays. Oui. Et qui est responsable de cette manœuvre? Je termine le processus. Allez-y. Et dès que la machine rentre, la douane a reçu une machine d'une valeur de 500 millions. Donc les frais de douane, etc., c'est sur la base de 500 millions, alors que c'est 1 milliard qui est sorti. Et en plus, une machine peut-être qui peut bénéficier des exonérations et de plusieurs avantages. Ça, c'est un aspect lié à la surfacturation, les transactions commerciales, la surfacturation et la sous-facturation. C'est une technique qui a été révélée, parce que la première fois quand j'ai parlé de cette technique, c'était vraiment à un panel de Renlac. Et ceux qui n'ont pas compris ont voulu un peu contester. C'est une technique qui est révélée par une ONG internationale liée un peu à l'ONU, avec une plateforme JF Trade. Ils ont toutes les factures du monde. Vous introduisez la facture vous fait sortir l'écart entre le paiement et la transaction. Donc c'est une plateforme, les pays peuvent adhérer. Parlons de responsabilité. Le Burkina Faso a adhéré? Non, le Burkina ne fait pas partie, n'a pas adhéré. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe. Le ministère de l'économie et des finances peut... C'est le refus de la transparence. La douane peut payer et avoir accès. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont au niveau de la douane, au niveau de la porte, au niveau des frontières, doivent avoir accès à cette plateforme-là. Et l'importateur qui amène une facture, vous introduisez la facture et vous voyez directement l'écart. Et ce que le Burkina a perdu en 2 ans, en 10 ans, c'est l'équivalent de 200 et quelques milliards, presque 300 milliards. De francs CFA. Oui. 200 à 300 milliards sur la base de de francs cette CFA. plateforme uniquement. C'est beaucoup. Donc vous voyez un peu. L'autre manière, on en a discuté la dernière fois, les gens ne considèrent pas l'exonération fiscale comme étant un manque à gagner. Une exonération fiscale, c'est une subvention de l'État. L'État subventionne le carburant pour qu'il ne soit pas cher. Mais l'État subventionne aussi la mine pour qu'elle s'installe. On devrait normalement, dans le budget de l'État, comptabiliser normalement avant de déduire pour dire voilà par rapport à la déduction. C'est vrai qu'il y a un rapport sur la dépense fiscale qui est... Mais nous considérons que cela, c'est de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est exploiter les failles des textes pour se faire des économies. Dans le milieu, il y a la fraude fiscale. La fraude fiscale qui se manifeste par des tentatives de tourner pour ne pas payer l'impôt. On trouve dans ce milieu-là tout ce qu'on peut appeler le système de flux financiers illicites. Ça veut dire que l'argent volé ici, l'argent que nous n'avons pas payé, l'argent qu'on a économisé de manière illégale, traverse les frontières et part se loger quelque part. Et puis, c'est cet argent qui revient encore ici comme étant l'aide publique au développement. Souvent, on nous prête là. Ouais. Et souvent comme investissement direct étranger. Oui. Ouais. Comme investissement direct étranger. Qu'on comptabilise comme étant une faveur. Alors qu'à la limite, si on veut bien voir l'origine de l'argent, c'est notre sous-sol. Donc, ce sont ces mécanismes-là qui ébranlent le fondement même de notre économie. Vous avez suivi, il y a quelques années, le refus catégorique des entreprises extractives de payer, d'alimenter le fonds minier. D'abord, ils ont refusé le fonds minier. Pourquoi? À la limite, ils étaient très forts. Ils ont refusé de payer, il y a eu la création du fonds, ils ont refusé d'alimenter. Il y a eu, finalement, ils se sont ravisés et puis ont commencé à alimenter ce fonds-là. Mais quand on calcule les manques à gagner, c'est que, par exemple, l'évaluation du Renlac ressort comme manque à gagner, c'est très énorme. Ça se calcule en termes de dizaines de milliards. Pendant ce temps, une télévision comme BF1, vous allez voir les impôts à votre porte tous les jours pour demander à ce que vous payez normalement les impôts. Alors que ces gens-là, personne n'irait même demander... Je peux confirmer qu'ils sont toujours présents, effectivement. Voilà, personne ne peut n'irait demander pourquoi c'est ainsi. Et je vais prendre un dernier exemple. Le dernier exemple qui est actuellement en vogue à la mode au Burkina et traité en contentieux par la douane. Le code permet à une entreprise minière, par construction, d'importer du matériel hors douane. C'est normal parce qu'elle ne génère pas de cash. Mais dès que l'entreprise commence à exploiter, le matériel est soit réexporté, soit mis en entrepôt avec information à la douane, soit dédouané. La plupart des sociétés minières au Burkina ont continué à utiliser ce matériel exonéré là en période d'exploitation.
C'est-à-dire, vous payez votre voiture et vous n'avez pas l'exonération, vous payez normalement. Mais par contre, celui qui génère beaucoup de cash utilise illégalement une machine qui est entrée en exo pour une période bien précise pour... Expliquons bien pour nos téléspectateurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand une entreprise minière commande une machine, c'est pour être utilisée sur une période bien précise. En période de construction, plus il y a plusieurs phases dans la vie. Voilà, en période de mine n'est pas encore en exploitation. Maintenant, la période de construction, le code même donne 2 ans, maximum 3 ans. Pendant cette construction, vous ne vendez pas l'or. C'est ça. On vous dit, vous faites entrer votre matériel hors douane. C'est ça. C'est en AT, administration temporaire. Mais dès que vous finissez de construire, vous régularisez, puisque vous allez commencer l'exploitation. Soit vous l'exportez, soit vous dédouanez, soit vous mettez en entrepôt, douane. Maintenant, les mines, après la construction, continuent d'utiliser ce matériel-là comme si elles étaient en construction. Alors que la période de construction est finie. C'est-à-dire que maintenant, s'ils veulent utiliser ces mêmes machines, il faut qu'ils dédouanent ou bien qu'ils mettent en entrepôt. Et ce phénomène est à la mode parce que plusieurs agents de la douane détiennent des dossiers pareils concernant plusieurs sociétés minières au Burkina. Donc voilà un peu comment se manifeste ce qu'on pourrait dire, ce qui ébranle le fondement même de notre économie. L'impôt sur les sociétés dans le code minier de 2003 était à 17,5%. Tout le monde, le droit commun, c'est à 27,5%. Donc déjà, ils ont une économie de 10%. La patente qui doit être reversée au niveau des collectivités, elles sont exonérées pendant la durée de la moitié de la vie de la mine. C'est comme si l'État subventionnait la mine en ce moment pour qu'elle travaille. Absolument. Et sur le dernier aspect que vous avez évoqué, qui est chargé de contraindre ces mines-là à dédouaner ces machines dont vous parlez? La liste minière est jointe à tous les actes. Donc, à un certain moment, il faut bien que quelqu'un aille vérifier. Et la plaie de Burkina, pour ce qui concerne le secteur minier, c'est le suivi-contrôle. On n'a pas mis les moyens nécessaires, humains, matériels, financiers, dans le suivi-contrôle. Vous allez voir des mines qui passent du temps à ne pas être contrôlées. En douane, ils arrivent à déceler parce qu'ils ont des informateurs. Eux, ils sont dans les enquêtes permanentes. Ils ont des informateurs qui viennent dénoncer. Et vous savez bien sûr, quand un douanier poursuit un dossier pareil, en fin de compte, s'il y a des amendes, il a au moins 25% de l'amende. Donc il a un intérêt particulier à poursuivre le dossier. C'est pour ça que ces dossiers-là avancent beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? À un certain moment de la hiérarchie douanière, on bloque le dossier. J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai plein d'exemples. Une société, par exemple, qui devait payer 27 milliards, négocie pour payer 1 milliard. Finalement, ils s'entendent à une dizaine de milliards. La société revient encore parce que je suis en bon terme avec un des responsables douaniers, nous sommes à 3 milliards. Voilà ce jeu de ping-pong-là. Et au niveau de la direction générale des douanes, chaque jour, les déclarants des sociétés minières s'alignent là-bas pour ce type de contentieux-là. Et c'est évalué en termes de centaines de milliards. Que le pays perd. Que le pays perd. En posant sa question, on rentre dans le... Oui, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose dans le secteur minier. C'est la fraude. Oui. Parce que quand vous regardez le dossier du charbon fin. C'est 32 conteneurs de produits non exportables que la mine est en train de vouloir exporter. 32 conteneurs. 32 conteneurs. La mine ne peut exporter que de l'or. Ouais. C'est radical. Il ne peut pas exporter du charbon fin, il ne peut pas exporter du minerai, il ne peut pas exporter autre chose. Mais les 32 conteneurs que Esakan était en train d'amener vers d'autres destinations, pour la 3e fois, contiennent tous les produits, mais pas de l'or qu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas le droit de prendre d'autres matériaux que de l'or et les exporter. Ils n'ont pas de permis d'exportation de ce matériel. Et vous voyez depuis combien de temps ce dossier traîne en justice. Et on ne peut pas juger. Et quand on vous écoute, on a écouté Elie et vous, dans le secteur minier, ce sont des centaines de milliards de francs CFA. Non, là-bas, on parle qu'en milliards. Et des fausses déclarations. On parce parle qu'en milliards. On n'est pas qu'en milliards, des centaines de milliards. Ouais. La quantité d'or qui est déclarée, qu'est-ce que le Burkina a comme moyen pour vérifier? Dans le début du procès, on a vu que ce soit les agents du BUMIGEF, que ce soit les douaniers, ceux qui sont chargés de faire le contrôle, ne contrôlent rien. Et rien du tout. Pourquoi? Bon, eux seuls le savent, c'est qu'ils sont intéressés. Quelqu'un a placé son enfant dans la mine, si on le met comme contrôleur, et il ferme les yeux.
Parfois, tu n'as pas les moyens de contrôler aussi. On crée cette insuffisance. Voilà. C'est créé à dessein. Normalement, si moi, on m'affecte à une tâche, j'exige le matériel de travail pour faire la tâche, si je veux la faire. Et le salaire aussi pour le faire. Quand Et les le gens salaire sont pour le chargés faire. de contrôler de fortes sommes d'argent, Généralement, je me dis que c'est il faut parce qu'on leur donne les moyens. Généralement, je pense que c'est parce qu'ils ont ce qu'ils veulent. Qui ne se plaignent pas de leur salaire. Qui ne se plaignent pas et ils ne font pas le contrôle. Et c'est le Burkina qui perd parce que, en ce moment, même l'or qui est déclaré, imaginez-vous que nous avons fait une petite étude, nous avons constaté que plus de 300 milliards sont perdus dans les fausses déclarations de la quantité d'or qui est exportée. Oui, des francs CFA, 300 milliards. J'insiste sur ça pour dire que c'est très simple. Hein. On a eu à faire des investigations dans ce domaine. Ce que le Burkina a déclaré comme or exporté en Suisse et ce que la Suisse a déclaré comme or reçu dans la même période, il y a un écart. Pour une année, c'est 9 tonnes. 9 tonnes. Oui. Donc, imaginez, imaginez ce qu'on perd, le prix de l'or, ce qu'on perd en termes de taxes au niveau du pays. Les relatives, les droits de l'homme, etc., etc. C'est la même chose pour l'Inde. Il y a un grand écart. Aujourd'hui, tout est facile à vérifier. Les journalistes ont accès à des plateformes pour checker. Donc, c'est facile à demander aujourd'hui. Par exemple, dans le cas d'un autre dossier, c'est un avocat canadien, journaliste et puis avocat canadien qui a fourni tous les éléments nécessaires. Puisque là-bas, ils ont l'obligation de donner les informations. Ici, on ne donne pas, mais on écrit à la maison, mais là-bas, ils donnent les informations. C'est tout ce qu'il y a comme information. On a les éléments nécessaires. C'est pour dire qu'au niveau du secteur minier, les transactions commerciales, sous le couvert du chapeau, transactions commerciales, font perdre beaucoup d'argent à nos pays. Actuellement, on déclare moins, on fraude moins sur les quantités, mais ça, dans la comptabilité. C'est pas parce qu'on a du trafic d'influence dans le secteur. On a un conflit d'intérêts terrible dans le secteur. Et le dernier dossier, nitrate de sodium, dénoncé par notre confrère, le reporter, c'est assez flagrant. L'entreprise au Burkina détient un agrément, suivez bien, pour importer du nitrate de sodium. Entre-temps, l'entreprise a commencé à importer de l'engrais et déclarer nitrate de sodium. C'est de la fausse déclaration et c'est de la fraude. Ce ne sont pas les mêmes impositions. Le nitrate, les droits de douane 5%, la TVA 18%. L'engrais, 0 TVA, 0 droit de douane. La douane a saisi, ils ont saisi la société, ils ont calculé. La valeur de la marchandise entrée frauduleusement, 14 milliards. Ils calculent les droits de douane, ça fait 1,6 milliard. L'entreprise ne connaît pas. Ils partent en justice. L'entreprise est condamnée par la justice. La douane n'est pas satisfaite du verdict, ils partent en appel. Pendant l'entreprise négocie, sous le président, le régime ROC, il négocie pour payer sur les 1,6 milliard, il dit qu'elle va payer 1,2 milliard. On rejette. Et c'est dernièrement qu'on a dit à l'entreprise, on a accepté qu'elle paye 800 millions. Prenez seulement sur les droits de douane, on a perdu combien? 800 millions. Alors que l'appel, c'est sur les amendes. Quelqu'un quand même qui a fait l'objet d'une condamnation, la douane n'est pas satisfaite du verdict parce que le verdict n'a pas prononcé des amendes. Les amendes, c'est 29 milliards. C'est sur les amendes qu'on devait négocier. Dites à l'entreprise, ok, comme tu as été condamné, viens payer les 1,5 milliard avant qu'on cause. On ouvre les négociations sur la base des 29 milliards. Même si l'entreprise paye 1 milliard, 2 milliards, moins que ça, au moins on est rentré dans nos droits. Donc ça veut dire ici, on n'a même pas pu récupérer les droits compromis. Mais les agents ne seront plus jamais motivés à poursuivre un dossier pareil. 2, les autres entreprises qui se sont mis en règle là, vont se plaindre pour dire nous nous sommes la main et vous encouragez cette corruption, vous encouragez cette malgouvernance dans le secteur. Et dans plusieurs secteurs comme ça, on a cité quelques secteurs, hein, oui. C'est de manière fortuite. Comme oui, ça, on peut en citer dans le domaine les marchés de la Sonabel, les marchés de l'ONEA, c'est pas Sonabel, ONEA. C'est pas un secret. Parce qu'en tant que journaliste, nous, on a l'obligation d'aller vérifier. On a écrit au ministre, par exemple, Abel qui a répondu par rapport à un marché, qu'il y a une confidentialité. Alors que nous soupçonnons du faux derrière ce marché. Dans quel secteur? C'est le secteur de l'électricité. De l'électricité, oui. C'est le secteur de l'électricité, plus précisément le marché sur la centrale des Actoulis. Le ministre a répondu en son temps pour dire que les documents ne peuvent pas être communiqués parce que c'est confidentiel. On a voulu la convention, on a voulu le marché enregistré. Alors que nous, on soupçonne. Si on avait eu accès au marché, on allait pouvoir comparer avec ce qu'on a comme données pour savoir si, au moins pour blanchir l'entreprise. Mais là, on reste un peu dans ce flou-là. Donc ça veut dire qu'il y a des soupçons de corruption dans tous les secteurs. Donc énergie, eau,
télécommunications, santé, éducation, là, ce sont les dossiers que j'ai forces de défense et de sécurité, armée, dans presque tous les secteurs. Oui. La question, on est en train de finir rapidement, il a posé la question, à qui la faute? C'est-à-dire, est-ce la faute à la justice qui ne fait pas bien son travail? Est-ce la faute à la loi qui n'est peut-être pas assez dure ou assez claire pour qu'on puisse punir les contrevenants? Ou bien est-ce que ce sont nos élites politiques et économiques qui sont peut-être, entre guillemets, tous trempés, qui font qu'on n'est pas capable de juguler cette corruption et de voir échapper. Quand on vous écoute, c'est des milliers de milliards de francs CFA maintenant qu'on perd. Certains milliers seulement, c'est des centaines de milliards. Quand on prend d'autres secteurs, c'est des milliers de milliards qu'on perd, peut-être pas un, à cause de la corruption. C'est grave et c'est dangereux. À qui la faute? Et puis on va terminer. Peut-être pour compléter, on sait que l'adoption de la loi anticorruption de 2015 avait donné en tout cas l'espoir d'éradiquer un peu ces phénomènes ou en tout cas de le réduire au maximum. Mais comme on vient de le dire, les phénomènes perdurent et fait perdre beaucoup de milliards donc, à l'État. C'est un paradoxe parce que le Burkina, en Afrique, est l'un des pays qui a le meilleur dispositif juridique pour combattre la corruption, avec la loi qui a été adoptée en 2015, avec la loi sur l'accès à l'information, la loi 051, le Burkina a tout ce qu'il faut pour combattre efficacement la corruption. Malheureusement, au sommet de l'État, et lorsque nous avons rencontré l'ancien président, M. Roch Marc Christian, nous lui avons dit qu'il lui faut de la volonté politique. Il faut qu'il porte la lutte contre la corruption comme il porte le Faso d'Anfani. Tant que au sommet de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne mettent pas au cœur de leurs préoccupations la lutte contre la corruption, comme ce que la transition fait actuellement, vous ne pouvez pas, parce que nous, une organisation non étatique, vous pouvez faire des efforts, mais vos efforts seront anéantis par l'absence de volonté politique. L'absence de volonté politique au sommet de l'État qui protège les délinquants à col blanc et les brebis galeuses, l'absence de volonté au niveau judiciaire, où certains acteurs judiciaires, je dis bien certains, parce que nous avons remarqué ces dernières années, des acteurs judiciaires très pointus, qui luttent contre la corruption de façon, j'allais dire, engagée, comme dans les pôles ECOFI. Nous avons, on ne va pas citer parce que ce ne serait pas intéressant, mais il y en a qui sont vraiment très engagés. On va les citer parce que ça c'est d'exemple. On va même peut-être prévoir des prix, pourquoi pas, pour permettre aux citoyens corrects d'avoir de quoi s'encourager et pas seulement des remords, de voir qu'ils luttent contre quelque chose qui semble être imbattable. Une hydre, alors que non. C'est parce qu'il y a l'impunité garantie par certains acteurs, y compris bien sûr au sein de la justice. C'est parce qu'il y a d'autres acteurs qui travaillent à contre-courant, contre les acteurs qui travaillent dans le bon courant, que l'impunité continue de perdurer. Or, l'impunité nourrit la corruption. Au niveau des acteurs non étatiques, malheureusement aussi, il y a certains acteurs non étatiques de plus en plus qui trempent dans les actes de corruption, notamment particulièrement depuis la nouvelle transition, on a beaucoup de révélations qui montrent qu'il y a des gens qui se disent de la société civile, mais qui sont des organisateurs de la corruption. Et ça, c'est dommage. Parce que bientôt, nous, de la société civile, on n'aura même pas de leçons à donner. Je ne parle pas des milieux politiques où, comme nous l'avons dénoncé aux dernières élections, nous avons dit, après ces élections, nous ne pouvons rien attendre de la gouvernance. Parce qu'on ne peut pas être élu par l'argent, pour l'argent, et puis développer le pays. L'argent sale, surtout. Oui. Alors, vous êtes revenu sur le fait que nous avons les meilleurs textes au Burkina en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que les défauts dans cette lutte, ce n'est pas parce qu'on met trop l'accent sur la répression à travers des textes
plutôt que l'éducation? Parce que, comme on le dit, la loi dissuade, mais ne change pas forcément l'intention du corrupteur. Donc, ne change pas la mentalité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre l'accent sur la corruption? Vous avez essayé de parler du fait qu'il est nécessaire qu'on prime les citoyens exemplaires. Est-ce qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule dans la lutte contre la corruption au Burkina? Cette loi-là, si elle était appliquée même à 10%, prenez le simple délit d'apparence. Le délit d'apparence n'est pas appliqué au Burkina Faso. C'est comme une belle robe que vous avez cousue, vous cachez dans votre cantine. Le délit d'apparence, s'il est appliqué, vous allez voir qu'est-ce que ça va rapporter à l'économie nationale. Oui, et si les lois ne sont pas appliquées, est-ce qu'il ne faut pas travailler sur la mentalité des citoyens maintenant? Élie Kaboré? Oui, la sanction elle-même est un moyen d'éducation. On entend de finir, je profite en même temps pour qu'on aille rapidement. Il a parlé de volonté politique, lui il parle de travail de sensibilisation. Est-ce qu'au niveau des autorités de la transition, il y a cette volonté politique de lutter contre la corruption ou c'est le même laisser-aller comme le pouvoir d'avant? Le point de départ, le cas que j'ai expliqué tout de suite avec l'unité de Soudan a été traité il n'y a même pas 2 semaines. Ah. Ça fait même pas 2 semaines. Quelque chose qu'on pensait impensable sous un régime où on disait déjà corrompu. Aujourd'hui, sur cette transition, et beaucoup de dossiers aujourd'hui sont en train d'être éteints seulement par ces autorités de la transition. Parce qu'on a l'impression que les gens... Je n'ai pas bien entendu votre phrase. Il y a beaucoup de dossiers de corruption. Beaucoup de dossiers de corruption où l'État perd des milliards. Encore des milliards, hein, où les autorités de la transition s'évertuent à éteindre. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas les citer parce que ce sont des dossiers en cours. Pour vous dire que... Quand vous dites s'évertuer à éteindre, ça veut dire quoi? Ben, on met des obstacles dans la conduite de ces dossiers. On met des obstacles pour la révélation de ce qui a été posé comme acte. La base ici, c'est les premiers pas. Le discours d'intention était bon. Mais déjà, quand vous adoptez un agenda et que vous-même, vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre, vous dites première dans l'agenda, on va recruter tous les DG. Et dès les premiers conseils de ministre, vous commencez à nommer vos DG. C'est sur quelle base vous nommez ces DG? En plus, bon, aujourd'hui, on parle de militarisation de l'administration. C'est sur quelle base? C'est pour quelle compétence? Et ces valeurs qui ont été adoptées. Et toutes ces valeurs. On rappelle que certains membres de la commission de rédaction des projets de textes et d'agenda de la transition qui parlent. 27 valeurs. 27 valeurs. L'exemplarité. Quel est l'indicateur d'exemplarité et le mérite du travail, l'amour de la patrie pour tous ceux qui ont été nommés? Ça veut dire que la corruption, il y a ce qu'on appelle la corruption. Il y a la désignation de la personne, il y a le choix du projet, il y a le choix de l'orientation de l'argent à financer, parce qu'on sait qu'au bout du compte, on va faire ceci. Donc ça veut dire déjà, nous on considère tous ces dysfonctionnements-là comme des facteurs qui favorisent un peu la corruption. Il y a plusieurs autres aspects, mais je vais insister surtout sur ces dossiers qui ont été révélés et dont les uns et les autres s'évertuent à ce que ces dossiers ne soient bloqués. Je vous assure que si ça continue ainsi, d'ici l'année prochaine, nous n'allons plus avoir on va sentir une baisse drastique des recettes au niveau de la douane et au niveau des impôts, parce que les agents sur le terrain en ont marre des agissements de certaines personnes. Ce qui est curieux, de volonté politique, c'est qu'il y a eu un changement de régime. Et l'une des raisons pour lesquelles, après le coup d'État militaire de janvier dernier, du 24 janvier dernier, personne n'a voulu, en plus de la situation sécuritaire, on a senti que les populations n'ont pas voulu réagir après le coup d'État. C'est aussi la situation de la corruption qui était devenue endémique sous Christian Kaboré. Il y a eu tellement d'affaires et vous êtes en train de nous dire, et c'est ça qui est inquiétant, qu'avec les nouvelles autorités qui sont là depuis 7 mois seulement, ça ne semble pas s'améliorer. Quand on veut donner l'exemple et taper du poing sur la table, avoir de la volonté, la première des choses, ce n'est pas augmenter son salaire. Et après dire aux autres, vous allez à Koudou pour un atelier, ne prenez pas de pause café. Quand on augmente son salaire par 100%, ça vous ne donnez pas l'exemple. Hein. À une période de crise, quand on vient dans une période de crise, on donne l'exemplarité, c'est de peut-être réduire même à la limite son salaire. Mais quand le Premier ministre et le Président, le Premier ministre, ils augmentent les salaires par rapport aux référentiels qui existaient, ça ne donne pas l'exemple aux autres. Donc vous n'avez même pas la légitimité et une bonne base même pour aller la police au niveau... Les autres vont la tête à donner l'exemple. Nous, si on donne l'exemple, il faut se remplir les poches au maximum. Donc l'exemplarité manque. Mais pour être simple, vous ne pourrez pas citer un seul dossier de corruption qui a été résolu par ce régime. Les hélicoptères pour la sécurité, l'affaire Inatan,
C'était ça qui a fait que le régime du président Dissou est parti. Mais qui a vu la lumière sur ces hélicoptères? En tout cas, nous, on ne les a pas, on les attend, hein, on les cherche. Inata aussi. Les nouvelles autorités ferment les yeux là-dessus. Est-ce que, bon, je ne sais pas s'ils ferment les yeux, nous constatons que ces dossiers-là n'ont pas avancé d'un pouce. Comment on peut expliquer cela? Sur le plan administratif, sur le plan pénal, il n'y a pas eu d'avancée. Oui. Mais le dossier sur le charbon fin, lui, il avance. Le dossier sur le charbon fin n'avance pas. Puisque le rapport d'expertise a été distribué au parti le 11 juillet dernier. Mais vous savez 90 jours vous pour savez faire les que observations. ce rapport ça doit avancer, d'expertise a plus de 2 ans de retard. Plus de 2 ans de retard. Et le rapport est là. Bientôt, on avait dit qu'on avait 90 jours pour les premières observations, 90 jours pour les deuxièmes observations. Mais on attend. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de tout ce temps-là pour un dossier aussi clair et sur lequel je vous ai dit que cette société n'avait pas le droit d'exporter les produits qu'on a trouvés dans les conteneurs? Qu'est-ce qu'on expertise? On n'a pas besoin. On est en train de finir. Le thème de cette émission, c'était lutte contre la corruption. Les régimes passent, les phénomènes demeurent. Que faire? On termine avec cette dernière question. Que faire? Que faire? En tout cas, pour nous, ceux qui ont pris le pouvoir, d'abord, ils ont un agenda qu'ils ont annoncé, c'était rétablir la sécurité dans ce pays. Et je pense que c'est sur cette base que les populations les ont laissé faire. Et nous constatons aujourd'hui que cette sécurité-là ne fait que se dégrader. On a annoncé tantôt qu'il y a des zones où les déplacés internes repartent. Je veux bien. Mais il y a des experts qui ont montré que pour que les populations repartent, il faut que l'administration reparte, il faut que les écoles repartent, il faut que les forces de sécurité intérieure repartent. Et tout ça, on ne peut pas citer, et je dis bien, on ne peut pas citer un seul coin où ces conditions ont été satisfaites. Ah, ça veut dire qu'en ce moment-là, si le régime veut bien revoir ses notes et changer son fusil d'épaule, peut-être qu'on peut espérer quelque chose. Sinon, on va traverser une période transitoire où on n'aura fait que perdre du temps. Et pendant ce temps, les terroristes, ils avancent. Mais là, pardon pour la question, c'était que faire contre la corruption. Là, vous citez des exemples sur le retour de la sécurité. Non, ça n'est pas lié à la corruption. Parce que le régime actuel ne s'occupe pas de la corruption. Nous avons tout fait, mais nous n'arrivons pas. C'est vrai que nous avons des propositions. On entend les finir. Est-ce qu'on peut mettre en corrélation la dégradation de la situation sécuritaire et l'augmentation des faits de corruption? Certainement. Il y a un effet. Certainement. Il y a un lien. Puisque les hélicoptères qu'on commande n'arrivent pas. Le matériel dont disposent les forces de défense et de sécurité n'est pas à la hauteur. Or, on nous a cité plus de 600 milliards qui ont été investis. De francs CFA. Francs CFA. Mais est-ce que le matériel qu'on a correspond à ces dépenses? Sinon, le pouvoir actuel, s'il est neutre, s'il n'est pas complice de celui qui est parti, il aurait dû au moins montrer cela pour donner foi aux populations, pour donner confiance aux forces de sécurité intérieure. Voilà ce que les autres n'ont pas fait et voilà ce que nous allons faire pour que vous ayez de quoi défendre l'intégrité du territoire. La corruption est intimement liée à l'insécurité. Il y a quand même les audits qui ont été commandités. Est-ce que nous avons donné, nous nous sommes engagés à contribuer à donner l'information et nous avons participé à donner toutes les informations dont nous disposions pour permettre à ces audits-là de permettre de démarrer quelque chose. Mais l'audit en soi-même, ce n'est pas un acquis. Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'on va faire? Élie Kavouré, qu'est-ce qu'on va faire? Que faire? Donc, que faire? Il faut que ça soit vraiment... On reparte au premier discours du président. Et les intentions qu'il avait annoncées, il faut qu'il les mette en œuvre, commençant bien sûr par l'entourage immédiat,
que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des responsables qu'il a nommés, et lutter farouchement contre tous ces... moi, je prends la corruption dans son sens, là, tous ces dysfonctionnements au niveau de l'armée, pour qu'on puisse avancer. Parce que tous ces scandales qui ont été révélés sous l'Ancien régime ont contribué à dégrader fortement la situation. Ne serait-ce que sur le plan moral, au niveau de la troupe. Quand un militaire a droit au moins à une prime alimentaire et cette prime n'est pas servie à temps, ça joue sur son moral. Donc on peut considérer que tous ces dysfonctionnements-là ont contribué à l'avancée du terrorisme, la dégradation de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et Free Africa a une analyse là-dessus. Il trouve carrément qu'il y a un lien étroit entre corruption au niveau de l'armée et l'avancée du terrorisme. Merci Eli Kaboré, merci Nakanabo. En une heure de temps, on parlait de la corruption. C'est peu tellement le phénomène est grand, il se métastase, il touche presque tous les secteurs, mais je pense que ce soir, on a dit un peu l'essentiel. On aura l'occasion de revenir sur le sujet en d'autres occasions, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Bébé, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, ravi. Cette émission. Ravi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cet autre numéro du Club de la Presse qui aujourd'hui a parlé d'un thème d'actualité, il est toujours d'actualité, la corruption à Nakanabo. Vous avez dit que quand vous avez rencontré Roch-Marc Christian Kaboré, vous lui avez dit pour qu'il y ait la volonté politique qu'il fallait qu'il porte la lutte contre la corruption comme il porte les Faso d'Anfani. Peut-être si vous rencontrez Paul-Henri Sandaogo Damba, vous allez lui dire qu'il faut qu'il porte la lutte contre la corruption comme il porte les treillis. Bonsoir et puis au revoir.